Mesdames et messieurs, rebonjour, bienvenue avec nous sur le Grand Portique pour cette deuxième table ronde qui aura pour thème la solidarité. Monsieur le maire, peut-on dire que La Ciotat est terre de solidarité ? La Ciotat est par définition une terre de solidarité. D'abord de par son histoire, de par ce qu'elle véhicule, de par tout ce qui fait la grandeur et la beauté de La Ciotat, avec une philosophie première, presque fondamentale, qui consiste à reconnaître La Ciotat et à œuvrer pour La Ciotat comme une ville pour tous, sans distinction de grade, sans distinction de conditions. Il faut que tout soit orienté pour que chacun puisse vivre en fonction de ce qu'il est et de ce qu'il a. Ça doit être La Ciotat, la ville à vivre. Geneviève Boissier, donc élue déléguée à la citoyenneté, je sais que la solidarité est un thème qui vous touche beaucoup. Oui, bonjour à tous. Oui, bien sûr, ça me tient énormément à cœur. Pourquoi ? Parce que c'est l'essence même de ce que doit être une ville où tout le monde a le droit d'y vivre en toute sérénité, avec beaucoup de quiétude, et savoir se retrouver tous les jours se dire, mon Dieu, je suis dans cette ville et effectivement, je ne suis pas seule. Oui, je vis dans une grande ville quand même, mais au niveau et historiquement, je crois que La Ciotat a toujours vécu, pas repliée sur elle-même, mais en tenant compte et en étant vraiment très à même de pouvoir s'occuper de son propre voisinage. Et ce qui a fait que les quartiers sont vivants, les gens prennent plaisir à y vivre et tout le monde se connaît, plus ou moins. Et ça, c'est quelque chose qui a fait La Ciotat et j'espère et j'œuvre pour que cela perdure encore bien longtemps. Parce que La Ciotat se transforme, oui, mais ce qui a fait son identité, ce qu'elle est, justement ouverte sur les autres, en étant les uns avec les autres, ça, il faut que ça reste. Justement, on disait que la ville de La Ciotat était la ville pour tous. Marie-Pierre Kerleger, vous portez un fabuleux projet. Est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce que vous pouvez vous présenter en une petite minute, s'il vous plaît ? Me présenter, je m'appelle Marie-Pierre, j'ai bientôt 62 ans, je suis maman de 2 enfants de 27 ans et je suis quelqu'un d'engagé depuis à peu près toujours dans la vie associative puisque depuis mes 12-13 ans, mes parents m'ont vraiment transmis ce virus de la coopération notamment. Je viens du milieu rural, mon père était paysan et j'ai gardé en fait cette idée que travailler devait avoir du sens. Et j'ai eu cette chance jusqu'à aujourd'hui de toujours œuvrer dans des domaines où j'y voyais du sens, que ce soit la communication sociale de proximité au service du développement rural en Lorraine, que ce soit à Station Lumière depuis maintenant 23 ans. Donc Station Lumière, cette belle œuvre, on va dire, qui a pour but et projet de donner un toit, un havre de paix, un lieu où il y a la lumière, quels que soient les tracas de la vie. Et pour le coup, là, ce sont les hommes et les femmes privés de domicile, les femmes victimes de violences conjugales avec ou sans leurs enfants, et tous les êtres qui, à un moment donné, se trouvent au bord du chemin. Je crois aussi que vous êtes engagé sur la pension de famille. Tout à fait, la pension de famille fait partie de Station Lumière, c'est un de ces outils. Et cette pension a été créée en décembre 2019. C'est un projet qui date maintenant de 2016 au départ, donc il a fallu du temps pour maturer, pour mettre tout le monde d'accord, pour que aussi nous on puisse se faire à l'idée que enfin on allait pouvoir gérer un si beau projet de logement, non pas d'hébergement, mais de logement, où 9 hommes et 9 femmes pouvaient avoir cette chance de vivre chez eux, tout en se référant à du collectif. Un collectif dans une magnifique maison qui est maintenant co-gérée par eux, puisqu'ils sont chez eux. Et nous, ça nous a montré qu'il était possible pour des personnes dites au bord du chemin jusqu'à la fin, que non. Il y a des parcours comme ça qui peuvent retrouver un vrai élan, une vraie seconde vie et que on est là pour le concrétiser et les accompagner surtout. Cécile Poujol, le collectif, ça vous dit quelque chose, non ? Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Cécile. Rapidement, donc moi j'ai d'abord une carrière de navigatrice professionnelle et je suis assez émue de parler aujourd'hui de ce que je mets en place à La Ciotat du haut de ce grand portique, puisque c'est par les chantiers que je suis arrivée à La Ciotat en 2004 pour la construction d'un prototype de course avec lequel j'ai participé après à la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, etc. Donc je trouve que la boucle est un peu bouclée. Et depuis 20 ans, je m'occupe de l'association Fifrelin,
Mais depuis 5 ans particulièrement, j'ai un projet vraiment qui me tient à cœur et qui fonctionne très bien à La Ciotat, qui s'appelle les femmes à la barre. Et l'idée, c'est de proposer à des femmes de La Ciotat, c'est un peu le seul critère qu'il y a, de reprendre la barre de leur vie. Donc l'objectif, c'est d'accompagner des femmes qui, à un moment donné, ont eu un accident de parcours, qui ont eu un petit accident de vie, plus ou moins subi, plus ou moins violent. Mais l'idée, c'est de leur proposer de retrouver confiance en elles à travers des activités hebdomadaires et de renforcer leur pouvoir d'agir. Donc je fais pas à leur place, juste je les accompagne et je leur propose des mises en situation qui leur permet de retrouver déjà goût à la vie pour certaines, et espoir et envie et de se réimpliquer d'abord dans leur vie, mais après aussi dans un collectif. Donc voilà, donc ça fait 5 ans, j'accompagne un peu plus de 150 femmes, et donc toutes les semaines on trouve des thèmes d'ateliers très variés. Justement, Cécile Poujol, vous parlez de la confiance en soi. Je pense que Karine Mazelli va vous suivre là-dessus. Karine, vous avez un salon de coiffure assez particulier. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, bonjour. J'ai un salon de coiffure sur La Ciotat depuis 6 ans. Au sein du salon même, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une forte demande pour les personnes, enfin pour les femmes essentiellement, majoritairement qui étaient en traitement, et j'essayais de les diriger un petit peu pour qu'elles aient un bon accompagnement. Et puis comme je ne trouvais pas, j'ai créé au sein même du salon, qui est assez grand, en fait, un espace dédié à ces femmes, avec une entrée, j'ai pu avoir une entrée séparée. Et puis rapidement, en fait, l'espace est devenu un petit peu trop petit par rapport à ce que je voulais développer. Donc j'ai eu la possibilité de racheter l'auto-école qui était à côté, qui communiquait complètement. Donc il y avait une cloison qu'on a pu abattre facilement. Et de là, en fait, on a créé vraiment un espace dédié à la femme qui doit recevoir un traitement ou pas, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui perdent leurs cheveux aussi maintenant. Et c'est un très gros complexe, en fait. Donc voilà, donc on a commencé par les perruques. Et puis à cela, en fait, on a développé tout ce qui est prothèse mammaire externe pour les personnes qui subissent des mastectomies, avec de la lingerie, la prothèse, et voilà. On essaye juste, en fait, qu'elles continuent à se sentir belles et se reconnaître dans le miroir, parce que c'est la plus problématique. Voilà, c'est la grosse problématique, en fait. Voilà. Justement, la maladie, on peut en parler un petit peu ? En vous présentant, bien sûr. Bonjour, je suis le docteur François Germain, je suis gynécologue. Je suis à La Ciotat depuis plus de 30 ans et je suis investie à la fois sur la ville en tant que profession libérale et sur l'hôpital, où je travaille avec les équipes depuis le début, avec celui qui a monté la maternité de l'hôpital de La Ciotat, qui est Pierre Péchikov, qui a donné le nom à la maternité, actuellement maternité Pierre Péchikov. Et depuis le début, nous sommes attachés à développer les deux aspects, à la fois la maternité et les femmes dans tous les aspects, comme le centre d'IVG et le centre de planification familiale. Depuis le début, nous essayons de créer du lien et de faire en sorte que l'accueil soit quelque chose de primordial et que les personnes puissent se sentir chez elles, et de créer du lien aussi avec les structures partenaires de la ville pour que nous développions à la fois la prévention et et le soin et le rapport avec tous les autres partenaires de la ville. Justement, c'est une ville de réseau, on le voit, je crois que vous connaissez un petit peu toutes, hein. C'est ça qui fait aussi la force du tissu associatif local. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez ensemble ? Est-ce qu'il y a des je sais pas, peut-être des thématiques comme les violences conjugales qui font que vous êtes obligé, c'est pas le terme, mais en tout cas, la nécessité et que vous puissiez évoluer ensemble pour trouver des solutions. On en parlait tout à l'heure en off, hein, on parlait des solutions et de ce côté-là humain qui fait que aujourd'hui on va à la nécessité. En fait, est-ce que Marie-Pierre, vous pouvez revenir là-dessus peut-être ? Travailler ensemble aujourd'hui en réseau de partenaires professionnels ou institutionnels est devenu une nécessité. On l'a incarné et on l'incarne depuis maintenant presque 20 ans, mais ça se décrète pas en fait. Travailler ensemble, ça veut dire qu'à un moment donné, on met à plat tout ce qui nous rassemble et tout ce qui nous différencie. Et en
l'occurrence en matière de violences faites aux femmes, il y a plein de compétences différentes qui sont à l'œuvre lorsqu'on s'occupe de femmes victimes de violences conjugales. Pour ma part, c'est l'hébergement et l'accompagnement. Pour Cécile Poujol, ça sera autre chose, elle pourra le dire. Pour Françoise Germain, aussi le côté plus médical. Et le fait de travailler ensemble, ça nous aide à poser des diagnostics, on va dire, si le mot n'est pas non plus que médical, et de se dire comment on va faire en sorte qu'ensemble, on puisse donner une meilleure chance à la personne. Bien sûr, n'oublions pas que la femme, on en parle, mais il faut qu'elle soit au centre. Et pour pouvoir en parler, notamment face aux violences conjugales, il faut qu'elle soit d'accord, qu'elle nous donne l'autorisation qu'on en parle, et il faut qu'elle donne son avis elle-même. Et est-ce qu'elle est OK à un moment donné pour pouvoir faire en sorte que la crise se passe du mieux possible, et est-ce qu'elle est d'accord justement pour qu'on puisse aller porter plainte avec elle, se faire soigner, etc. C'est pas acquis dès le départ. Et à un moment donné, elles pourront dire non, j'y vais pas, et elle va se refaire frapper, et une deuxième fois, une troisième fois, mais un jour ou l'autre, ça sera bon. Et c'est là qu'il faut être très présent, nous, tous les partenaires, et que ce réseau violences faites aux femmes qu'on a mis en place, il soit efficient à ce moment-là, et qu'on arrête d'avoir peut-être des représentations aussi, chacun les uns par rapport aux autres, et c'est tout l'intérêt du réseau. Il y a un changement de mentalité à avoir, et parce que c'est chacun à notre niveau qui doivent être un intermédiaire. Il n'y a pas de spécialiste de violences faites aux femmes. C'est chacun, par exemple, au niveau des médecins, il y a un changement. Chaque médecin doit être conscient de ce problème et savoir poser la question, s'interroger sur des pathologies récurrentes, sur des accidents de la vie, et poser la question pour que la femme se sente en confiance et puisse parler. Et ensuite, connaître... c'est pas le tout de poser la question, c'est de savoir ce qu'on va en faire, c'est-à-dire avoir son réseau de psychologues, d'hébergement, parce que une fois qu'on a discuté avec les femmes et qu'on a saisi ce problème grave, il faut savoir ce qu'on peut en faire, et c'est là qu'on a besoin d'être aidé pour continuer à agir. Je crois que c'est une vraie force d'être vraiment pluridisciplinaire sur l'accompagnement. On parle là des violences faites aux femmes, mais sur beaucoup d'autres secteurs, on arrive à vraiment, à la Ciotat, bien fonctionner en réseau, parce que je crois qu'on est tous des personnes d'engagement, et notre engagement, c'est de pouvoir proposer un accompagnement qui est le plus positif possible, et on n'est pas propriétaire des personnes qu'on va accompagner à un moment donné. On est juste là pour faire un bout de chemin avec elles, et que ce chemin soit le plus vite vertueux. Et donc forcément, plus il y a de gens qui vont venir sur ce chemin avec nous, et plus il y a de personnes qui vont pouvoir se mettre autour de la table et accompagner des personnes, plus on va arriver à des résultats qui vont tout de suite être intéressants. Donc évidemment qu'on a tous intérêt à travailler ensemble. Et puis, Marie-Pierre et Françoise parlaient de confiance. En fait, on est tous différents, et à un moment donné, des personnes qui ont vécu des traumatismes, et des fois des choses qui sont, si on parle des violences, qui sont même des traumatismes physiques avant d'être aussi psychologiques, et forcément, cette relation de confiance avec eux-mêmes, mais avec les autres, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Et plus il y a de personnes ressources possibles, plus ils vont arriver à trouver la personne avec laquelle ils vont pouvoir se confier et avancer. Et donc je crois que vraiment cette approche de réseau et pluridisciplinaire, elle est forcément porteuse de bon sens pour tout le monde, et y compris pour nous, parce que du coup on se sent pas démunis quand on est face à une situation qui peut être extrêmement difficile. Et du coup on sait qu'on a les ressorts et les ressources pour pouvoir proposer des solutions d'hébergement, d'aide alimentaire, de soins, de juridique aussi, parce que dans le réseau il y a aussi évidemment des avocats, etc. Et donc en fait le fait de pouvoir proposer des solutions, nous on se sent moins démunis, et du coup forcément on se sent plus utile, et ça pousse notre engagement à aller plus loin. Justement, est-ce que vous vous considérez comme une femme engagée ? On peut dire ça comme ça ? Est-ce que je suis engagée ? C'est la question piège. On peut dire que je suis engagée. Oui, je crois que je suis engagée. Moi, je crois que depuis que toujours, j'ai eu l'habitude de faire les choses à fond. Et donc, à partir du moment où j'ai décidé de partir sur ce projet des femmes à la barre, comme d'autres, c'est des projets que j'essaye de mener à fond. Donc oui, je pense être une femme d'engagement à beaucoup de niveaux, mais parce que cet engagement me nourrit aussi. Karine, et vous ? Oui.
Oui, j'ai besoin. Oui, je suis à fond dans mes projets en fait. Quand je me prends à cœur pour quelque chose, je me mets à fond dedans. Donc Et comment vous est venu le déclic en fait? Alors, au tout début en fait de mon activité, quand j'étais à Marseille en fait sur mon premier salon, je travaillais avec une prothésiste et donc elle m'envoyait à l'époque, c'était pas les mêmes, on n'avait pas les mêmes accords avec la Sécu, donc elle m'envoyait les clientes avec leur perruque, il fallait un petit peu modifier les couleurs. Voilà. Bon, donc j'ai toujours travaillé avec cette personne. Donc quand je suis arrivée à la Ciotat, donc là, comme je disais, il n'y avait personne. Et puis j'ai un parcours d'une personne de ma famille qui est tombée malade en fait. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer en fait le président de l'association dont je suis marraine. Qui s'appelle comment? Lueur d'Espérance. D'accord. Qui s'occupe des jeunes adultes et des adolescents en fait pour les aider en fait à se recréer un schéma de vie scolaire, professionnel, puisque ils sont coupés de tout pendant les traitements. Et du coup, je me suis retrouvée à passer beaucoup de temps en fait à l'IPC et en fait, je me rendais compte que les rencontres, enfin tout me faisait du bien en fait, peut-être parce que c'était un moment de ma vie où j'en avais besoin aussi. Et en fait, j'ai continué. Et toutes les clientes que je reçois en cabine, toutes m'apportent beaucoup en fait. Faire du bien. Ah oui. C'est vraiment l'échange. Ah oui. C'est vraiment un échange. Et quand elles sont contentes, je suis comblée quoi. Et vous, Françoise? Pour rebondir, moi, je suis engagée, je lâche rien. Mais pour rebondir ce que disait Karine, je pense que de plus en plus, en tant que médecin, je parlerai au nom des médecins, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que la technique et la technicité, mais qu'on nous demande de plus en plus d'être à l'écoute des personnes, alors pas que des femmes, bien entendu, de savoir comment ils voient le soin, comment ils veulent être accueillis. On le voit à tous les niveaux, que ce soit pour la cancérologie ou pour l'endométriose ou pour l'interruption volontaire de grossesse. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de uniquement bien travailler sur le plan de la technique, mais aussi travailler au niveau humain. Et je pense que c'est important. Et tout ce qu'on peut monter à côté pour les aider à vivre après la maladie, après la perte d'un enfant, après un traitement d'endométriose, après une infertilité, c'est important aussi. Et ça participe aux soins. Comment vous est venu l'engagement, Marie-Pierre? On a dit que vous avez baigné là-dedans, que ça vous est arrivé très très jeune, mais il y a eu un déclic. On ne crée pas Station Lumière comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas moi qui ai créé Station Lumière. Voilà. Donc, mais mais moi je crois que c'est une vraie logique en fait. Moi j'ai toujours dit que je n'allais faire que des métiers dans lesquels je me sentirais utile et qui, à juste titre, me nourriraient. Et je l'ai suivi. C'est pas le salaire qui m'a guidée, c'est uniquement ce pourquoi je me dis mais on passe 10-12 heures de sa vie par jour à travailler. C'est énorme. Moi, je veux que ça me serve à moi dans le sens que ça me procure. L'altérité, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. C'est qu'on n'est rien sans l'autre. Donc, même si on accompagne, on apporte l'autre, il nous apporte bien plus. Et ça, il faut, à un moment donné, savoir le reconnaître. Et puis, c'est vraiment notre moteur. Donc, oui, mais c'est vrai que mes parents m'ont transmis ça, comme ils m'ont transmis la vie. Et puis, je crois que c'est la même nature. C'est que ça ne pouvait pas être autrement. C'est comme ça. Et l'engagement nous permet aussi quelque chose d'important, c'est faire des pas de côté à des moments. Parce que les pas de côté, qu'est-ce qu'on en fait? On n'a pas... On a 10 places à Station Lumière, punaise, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, il n'y a plus de lit, on descend en matelas, on n'a pas forcément le droit. Bon, alors, c'est une nuit, quoi. Et ça, c'est les pas de côté. Des micros. On a des micros, oui, je sais bien, mais c'est tous ces choix-là, ça reste à un moment donné. Mais tous les jours, c'est pas des grands choix, mais c'est tous les jours, quand on est confronté à ça, on se dit, bon allez, tu te regardes dans la glace, tu fais quoi? Tu la laisses dehors, la personne, ou alors tu fais le pas de côté? Bon, moi, le choix, il est vite fait. Et vous arrivez à cloisonner entre votre vie professionnelle et votre vie privée? Est-ce que vous arrivez à vous endormir correctement le soir? Est-ce que il n'y a pas des sujets qui vous trottent dans la tête continuellement? On arrive à se protéger. Alors je ne sais pas si le terme exact c'est protéger parce que c'est pas...
question est compliquée. Au début de Station Lumière, non, c'était pas facile. Mais après, vous savez, rencontrer l'autre et les aider et l'aider, ça veut dire que soi-même, il faut qu'on soit un peu équilibré, entre guillemets, dans sa vie civile et puis dans ses choix, etc. Et si on a ce socle-là, je crois qu'on peut plus renvoyer à l'autre d'une image positive également. Et le cœur, parfois, il est évrillé, il l'est de moins en moins, parce que en fait, c'est comme ça qu'on travaille bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'empathie, hein, mais il faut mettre, à un moment donné, on a des codes à respecter, en vous voyant l'autre, enfin, etc., pour mettre cette petite distance, entre guillemets, qui nous permet de mieux avancer dans la relation. Ça, c'est hyper important. Alors, est-ce qu'on n'est pas toujours, parfois, réveillé la nuit? Si. Si. Je dois vous dire que pas plus tard que vendredi, j'ai dû, pour la première fois de ma carrière, voir un enfant enlevé à sa maman par les services sociaux qui sont venus à Station Lumière, hein, parce qu'il fallait protéger. Mais je vous avoue que cette nuit-là, j'ai pas bien dormi. Et vous, Cécile Poujol, vous dormez bien? Ben, moi, pour rebondir sur ce que dit Marie-Pierre, je pense que c'est vraiment une histoire d'équilibre. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, je suis engagée vraiment à fond aux côtés de toutes ces femmes à la barre. Mais je trouve un équilibre dans les moments où je continue à naviguer. Du coup, vraiment dans un autre contexte. Et où, du coup, je me nourris de cette passion de la mer, je me nourris du beau. De la nature et tout ça fait que du coup j'arrive à trouver un équilibre. Après, est-ce que je dors bien toutes les nuits? Non, je crois pas, mais voilà, je crois que la vie n'est pas facile et que là effectivement on prend ça de façon assez violente parfois, mais en tout cas pour l'instant je le regrette pas, au contraire. Et voilà, et tant que j'arrive à trouver cet équilibre entre ces moments passés avec des femmes qui vivent des choses tragiques parfois, moi ce que j'ai envie quand même de dire, c'est que au-delà de toutes les difficultés dont je peux être témoin, moi j'ai surtout l'impression qu'il sort une force et une résilience de ces personnes qui ont des parcours de vie cabossés, qui, moi, me ressort plus que les difficultés, en fait, peut-être qu'elles traversent. Et alors après, c'est peut-être ma vision très, très optimiste de la vie que je mets aussi dans ce projet, mais je crois que c'est ça qui ressort, en fait. Et c'est surtout cet élan de vie, cette force, cette résilience, cette sororité qui ressort du projet, individuellement et de façon collective aussi, qui fait que, en fait, non, j'ai pas du tout envie de baisser les bras et que même si des fois je rentre et que je me pose 1000 questions, je crois que je continue avec plaisir. Et est-ce qu'on n'a pas envie d'en faire toujours plus, Françoise Germain? Ah, le piège. C'est un piège, oui. Je pense que c'est un piège, mais à un moment donné, on est obligé de s'auto-censurer et on est obligé de se protéger aussi dans ce qu'on fait. Je pense que pour répondre à l'autre question aussi, c'est parfois on s'accroche à quelques personnes où on est arrivé à faire quelque chose qu'on pense comme être bien. Et là, ça nourrit. Et là, on dort bien. Parce que parfois, ce qu'on a fait, l'effort est récompensé par les gens eux-mêmes qui nous le disent. Et ça nous permet de continuer. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de masse, mais si une fois dans sa vie on se dit il y a une personne où à un moment donné j'ai pu être au bon endroit, au bon moment pour l'accompagner de la façon dont elle en avait besoin. Moi, je prends souvent l'exemple de me dire, voilà, il y a des personnes qui sont sur un petit muret, il faut pas grand-chose pour qu'elles tombent du bon côté ou du mauvais côté du muret. Et si à ce moment-là, on peut être la petite pichenette qui tombe dans le bon côté, si c'est une personne dans une vie, ça valait déjà le coup de vivre, quoi. Si on a pu se dire que quelque part, par notre présence, par nos projets, par notre implication, on a sauvé entre personnes sauver une personne. Après, chacun se sauve lui-même, mais si on a pu à un moment donné contribuer à ça, je crois que la récompense elle est déjà tellement belle. Oui, mais ça a toute votre valeur de par votre engagement. Parce que oui, il y a des personnes qui effectivement, devant un accident de vie, peuvent être amenées parce qu'ils ont un entourage immédiat ou même seul, une force de caractère qui fait qu'ils vont être capables de se battre tout seuls. Mais c'est pas donné à tout le monde aussi. Il y a des personnes que si vous leur tendez pas la main et qu'ils savent pas où aller et à qui s'adresser, ils plongent totalement.
Et puis ils en arrivent des fois à des moments on ne peut plus dramatiques. Donc c'est vrai qu'on n'est pas égaux de toute façon devant la tragédie, devant le malheur, personne ne peut réagir pareil. Et c'est là que vous intervenez et que toutes ces structures qui sont mises en place et heureusement, et mon Dieu, qu'elles existent et qu'elles continuent encore à exister. Parce que vraiment, l'être humain en a besoin. Et puis d'autant plus qu'on est dans une situation, une société qui est quand même pas si facile que ça. Et qui est pas très tendre aussi avec des gens qui trébuchent. D'où l'importance d'avoir des... C'est une réalité aussi. Maintenant, il faut fait. être le plus fort, il faut être le plus beau, il faut avancer, il faut gagner, avoir la meilleure situation. Mais on n'est pas tous capables d'accéder à tout cela dans des bonnes conditions. Et puis des fois, la vie ne vous fait pas de cadeaux. Tous à être nous-mêmes. Ben voilà, c'est tout à fait... D'où l'importance de pouvoir travailler en toute confiance les uns avec les autres, et en vraiment se disant que finalement, en faisant confiance, on avance ensemble, on avance aussi loin, même si parfois le chemin il est dur, on a beaucoup de cailloux dans les chaussures, donc c'est vrai ce que vous dites, que la société ne nous renvoie pas des choses faciles, surtout dans notre métier. Mais bon, ça vaut tellement le coup. Moi, j'ai 2 exemples de personnes à la rue, il y a 6 ans, qui actuellement, une est embauchée à Station Lumière, et donc a pu réaliser le métier de son rêve, menuisier, une femme, et une autre personne en squat à la rue et qui actuellement est travailleur père au sein de Station Lumière. Donc ça on a gagné là. Ça enlève tout le mauvais côté qu'il y a pour demain ou après-demain. Eh oui, et pourtant ce sont des personnes qui partent de très très loin. Est-ce que le fait d'être une femme est une force, Françoise ? Je pense un peu à ce niveau-là. On peut se faire plaisir aujourd'hui. On peut s'applaudir. Ouais, on peut se faire plaisir. Je pense qu'il faut en faire une force, en tout cas. Il faut en faire une force pour... moi, ça a toujours été une force pour moi, mais je sais que ça l'est pas pour tout le monde et que la situation, elle est encore grave, malgré tout ce qu'on fait et malgré les hommes qui sont investis. Il y a quand même du sexisme et c'est sur ça qu'on doit travailler. Je sais que la ville de La Ciotat a toujours été favorable et nous a toujours aidés. Et je crois qu'on a véritablement un travail à faire là-dessus pour changer les mentalités, parce qu'on a l'impression qu'on recule un peu par rapport à nos anciennes qui ont mené des combats il y a, je sais pas, il y a longtemps. Et je pense qu'on recule un peu et il faut être vigilant. Mais pour quantité de raisons... Moi, je suis d'accord avec vous. C'est loin d'être gagné. Et ce qui est acquis là, ou qui a été acquis hier et qui l'est encore aujourd'hui, c'est pas dit que demain ça le soit toujours. Et c'est tout le temps que c'est vraiment voilà. Ici ça en devient, France, moi, je suis d'une génération où, franchement, une jeunesse dorée, une enfance dorée, malgré des situation difficile au sein de ma propre famille, mais il y avait tellement la cohésion et l'amour que enfin on n'en a pas subi. Et puis jeune fille, la liberté, je veux dire, on allait où on voulait, on n'était pas regardé bizarrement parce qu'on était habillé de telle façon. Moi j'ai l'impression que maintenant on régresse. On est et je crois vraiment que selon où vous êtes, où vous habitez, selon le quartier où vous habitez, c'est devenu très compliqué d'être une jeune fille. Karine, le fait d'être une femme, pour vous, c'est un petit plus, un atout ou vous posez pas la question, c'est possible aussi. Non, je trouve pas que ce soit toujours super facile, non. Je trouve qu'on a quand même encore beaucoup de charges. On a quand même beaucoup de charges mentales, parce qu'il y a on essaie de se mettre à 200% pour notre travail, pour notre engagement, mais de l'autre côté, on a quand même notre vie de femme qui est toujours là et bien présente. Oui, c'est la fameuse deuxième journée dont on parlait tout à l'heure, la première table ronde. Donc, oui, c'est pas fini. Donc ça changera pas encore. Hein. Et vous, Cécile, vous avez un public féminin principalement les femmes à la barre, ça s'est présenté comme ça. Après, je me suis jamais posé la question si c'était une force, pas une force d'être une femme.
Voilà, moi j'ai commencé donc ma carrière professionnelle en étant navigatrice, et j'ai fait de la course au large, donc là clairement c'était un milieu d'hommes, mais en même temps c'était aussi la course au large, c'est un des très rares sports où on se retrouve sur la même ligne de départ avec des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des personnes que la société a dit qu'ils étaient valides ou d'autres qu'ils étaient handicapés. Alors ça me fait rire parce qu'une fois qu'on les met sur le bateau avec le mal de mer, on sait plus qui vraiment est le valide, mais bon bref, c'est un autre sujet. Mais du coup voilà, et du coup on est dans un sport et dans une approche où chacun a sa chance. Et moi, je crois que j'ai toujours eu envie de fonctionner un peu comme ça, quoi. C'est pas un monde tout beau, tout drôle où tout le monde va gagner. Hein. Il y a toujours qu'un vainqueur sur les courses au large. Mais en tout cas, sur la ligne de départ, on sait pas encore qui va gagner et chacun a sa chance. Et moi, je crois vraiment ça et je crois qu'on a tous nos chances au départ. Après, on part pas tous avec le même capital, hein, chance. Enfin voilà, Françoise disait, on est déjà en France. Je pense que c'est déjà une chance déjà. Et pour autant, je pense qu'aucun milieu n'est épargné. On a parlé tout à l'heure des violences conjugales, par exemple. C'est clairement un sujet sur lequel aucun secteur social n'est épargné, malheureusement. Mais voilà. Mais en tout cas, on peut tous se donner une chance. On peut tous essayer de la provoquer. Et moi, c'est plutôt là-dessus que j'ai envie d'aller. Après, ce projet des femmes à la barre, c'est une histoire de rencontre. C'est une histoire qu'il y avait sur le coup, particulièrement un besoin exprimé par des femmes de manque de confiance et de situation d'isolement. Après, ça fait 5 ans que je monte ce projet et j'ai rencontré énormément d'hommes qui m'ont demandé quand est-ce que se lançait le projet des hommes à la barre. Donc voilà, il va sûrement se lancer. Moi, c'est un projet de non-mixité qui est totalement assumé, pour à terme pouvoir reproposer plus de mixité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des femmes qui, à un moment donné, qui ont souffert, qui ont besoin de se retrouver dans cette sororité et dans ce confort et dans cet espace protégé entre femmes. Mais si je propose ça, c'est évidemment pour arriver à ce qu'elles retrouvent les forces pour pouvoir après retourner dans un monde qui est totalement mixte, qui est notre monde. Il est temps de conclure. Je vais vous laisser 1 minute chacune pour la conclusion. Marie-Pierre, si aujourd'hui, par exemple, une femme voulait s'engager dans le secteur d'activité, dans votre secteur d'activité, qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que vous l'encourageriez? Quels sont les freins? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Oh non, je lui dirais d'y croire, évidemment. D'y croire, de s'engager, de foncer, voilà, de faire ce qu'elle a envie de faire au plus profond d'elle-même, au contraire. Et plus il y a d'obstacles, mieux c'est. Hein, parce que justement, c'est un vrai challenge. Hein, et quand on est une femme, je ne sais pas vraiment, au fond de moi, si c'est plus compliqué. Je sais pas, vraiment, que si on est un homme. Ça, c'est une question, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, oui, je lui dirais d'y aller, parce que c'est trop beau, quoi, de faire ce qu'on fait. Françoise? Je voulais juste vous remercier de nous avoir donné l'occasion de parler et de présenter un petit peu, de m'avoir donné l'occasion de présenter un petit peu ce qu'on faisait, ce que je faisais et ce qui me passionnait. Voilà. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels il faut faire évoluer certaines choses au sein de votre structure? Est-ce que vous avez besoin des pouvoirs publics sur certains domaines? Bien sûr. C'est le moment où vous avez le micro. Hein. Oui, il faut des moyens. Il faut des moyens. Parce qu'on manque de moyens de soutien. Comme je disais, on a beaucoup de moyens pour ce qui est de la technique, pour des structures, pour ça me gêne de citer des mots, mais des appareils qui coûtent très cher et qui font des examens, de l'imagerie. Puis parfois, on manque de moyens humains pour recevoir les personnes, de moyens d'accueil, de moyens pour rassurer les gens. Les gens ne dominent pas trop les moyens techniques, les rendez-vous dématérialisés, les robots, et ils aimeraient avoir un soutien avec des vraies personnes, les personnes plus âgées ou des jeunes ou des gens qui, et ça manque un peu parce que ça coûte cher et on manque de moyens. Voilà. Le message est passé. Karine, à vous en 1 petite minute. Si vous vouliez peut-être demander à quelqu'un si quelqu'un venait vous voir et voulait s'engager dans votre voie. Ah, dans ma voie. Ouais. Parce que vous avez plusieurs casquettes, hein. Vous êtes chef d'entreprise, oui. Vous êtes engagé. Oui. Alors actuellement, c'est vrai que pour moi, je suis à un stade de ma vie où j'éprouve beaucoup plus de. Alors c'est pas de plaisir, mais je me sens plus à ma place quand je suis au centre qu'au salon. J'ai besoin des deux.
Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire encore et beaucoup sur la communication, l'accompagnement pour que. Mais c'est très. Enfin, je ne suis là toujours que pour rendre pour que la femme se sente belle, enfin pour l'accompagner, pour qu'elle se sente mieux. En fait, je ne sais pas trop quoi dire de plus. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est tout. J'ai pas de. Voilà, c'est juste cet accompagnement et ça apporte beaucoup. Ouais. Cécile ? Et ben moi j'ai créé donc l'association Fifrelin en 2003 et l'idée de cette association c'était de dire on peut aller au bout de ses rêves et j'ai envie de dire osons avoir des rêves ambitieux, farfelus et allons au bout. Ou en tout cas, donnons-nous les moyens d'aller au bout. Après, on n'ira peut-être pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave, c'est le chemin qui compte. Exactement. Ouais. Monsieur le maire, à vous la phrase de conclusion avant que l'on se quitte. Je trouve ça magnifique d'entendre de telles choses et de voir de belles âmes qui ont véritablement la solidarité chevillée au corps. Ce sont toutes des personnalités engagées. On se posait la question tantôt, mais elles sont pleinement engagées, elles sont déterminées et elles repoussent chaque fois toujours plus loin les limites que le système leur donne et au détriment de leur vie, au détriment de leur vie de famille et de leur vie professionnelle parce qu'elles ont à cœur de mener à bien une mission qui leur est propre et qu'elles ont envie justement d'arriver, de faire en sorte que la solidarité ait tout un sens et particulièrement lorsqu'il s'agit de la Ciotat parce que la Ciotat, fort de tout ce qu'on a entendu et fort de ce qu'elles sont, assurément, ne nous posons plus la question, la Ciotat est désormais bien une ville solidaire telle qu'elle doit l'être et telle qu'elle doit être entendue par tous. Merci à elle d'être là. Bravo, merci mesdames. à tous. Merci. Bravo pour vos parcours.